Je ne sais pas si je suis le seul, mais SmackDown en ce moment m'ennuie terriblement. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 24 janvier 2025. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut et à vous abonner. Je demande un minimum 200 pouces vers le haut pour cette vidéo. Le show bleu va s'ouvrir avec le champion incontesté de la WWE, Cody Rhodes. Il est interviewé sur le ring par Joe Tessitore. Il est évidemment questionné sur son match de l'échelle qui aura lieu au Royal Rumble face à Kevin Owens la semaine prochaine et sur la signature de contrat qui sera modérée par Shawn Michaels ce soir à Saturday Night's Main Event. Cody va dire que KO est un génie sur le ring, un grand athlète, mais lorsqu'il doit choisir entre le raccourci et le chemin difficile, il prend toujours le raccourci. Mais dans un match de l'échelle avec les ceintures suspendues au-dessus du ring, il n'y aura pas de raccourci possible. Cody Rhodes a un message pour Kevin Owens. S'il pouvait le regarder dans les yeux, il lui dirait que malgré son regard et son attitude sympathique, il sait être méchant. Il a battu le ring général et il a également détrôné le champion le plus dominant de son ère. Il est certes le petit-fils d'un plombier, mais également l'élève de Randy Orton. Il est dit American Nightmare. Il n'a qu'une seule chose à dire à Kevin Owens, bonne chance. La promo était plutôt bonne de la part de Cody Rhodes, même si je trouve ça assez étonnant de faire une promo de Cody sur le ring, sachant que ce soir, à Saturday Night's Main Event, qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, à suivre sur la chaîne YouTube de la WWE gratuitement, eh bien il va déjà avoir une promo, une signature de contrat avec Kevin Owens, donc j'ai trouvé ça un peu particulier, même si la promo est bonne et j'aime beaucoup le fait qu'il fasse référence à Randy Orton en disant que ouais, KO, t'as peut-être l'impression que je suis quelqu'un de sympa parce que je souris tout le temps, je serre les mains des fans, etc. Mais je suis l'élève de Randy Orton. L'air de dire, ouais, j'en ai appris des choses sadiques, j'en ai appris des choses pas très sympathiques avec Randy Orton, donc dans un match de l'échelle, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. C'est la partie que j'ai préférée dans la promo, sinon c'est une promo assez classique, assez banale de la part du champion de la WWE. Les Motor City Machine Guns font face aux Pretty Deadly dans un combat de 9 minutes. C'était un très bon match. Alors la première partie du match est très anodine, il n'y a rien à retenir. On a une grosse domination des Pretty Deadly. Et là je me dis que peut-être que ça va être un match correct mais sans plus de la part des Motor City Machine Guns. Ce qui n'arrive quasiment jamais. On est toujours dans du très bon, dans de l'excellent avec eux. Et bah non, parce que la deuxième partie du match est superbe avec encore une fois une magnifique ambiance. Les Motor City Machine Guns, simplement avec leur catch, arrivent à faire en sorte que le public est derrière eux. Ça montre encore une fois que ouais, simplement avec du catch, simplement avec de la qualité sur le ring, tu peux faire des différences, tu peux obtenir des réactions pour ceux qui en doutent à chaque fois. Je suis à chaque fois bluffé par la rapidité d'exécution des Motor City Machine Guns, à quel point ils vont vite sur le ring. À chaque fois, je me demande si la vitesse n'est pas accélérée avec eux, tellement ils sont rapides. C'est d'une fluidité assez dingue. Et face aux Pretty Deadly, dans la deuxième partie du match, ça fonctionne très bien. Les Pretty Deadly d'ailleurs vont sortir une magnifique prise à un moment donné où l'un des deux membres des Pretty Deadly va rebondir sur l'autre, sur le dos de l'autre, et va porter un code breaker. C'était sublime. Et de l'autre côté, les Motor City Machine Guns ne vont jamais ralentir leur rythme. Ils vont remporter ce combat. Les Motor City Machine Guns sont sur une lancée où ils affrontent tout le monde du côté de SmackDown et à chaque fois les matchs sont superbes. De retour de la pub, Kevin Owens va arriver par le public et va demander à Joe Tessitore pourquoi il a interviewé Cody Rhodes et non lui. Où est son interview? Il dit qu'il va prouver au Royal Rumble qu'il est le seul et véritable champion de la WWE. Il va ensuite provoquer l'acteur Matthew McConaughey qui était dans le public et c'est finalement Jimmy Uso qui va interrompre Kevin Owens et qui va l'attaquer. Kevin Owens va réussir à fuir mais Jimmy Uso va le challenger pour un match plus tard dans la soirée. Alors je vous avoue que dans un premier temps je me suis demandé pourquoi Jimmy Uso était venu comme ça attaquer Kevin Owens. Pourquoi? Est-ce qu'il est fan de Matthew McConaughey? Alors c'est plutôt très stylé d'avoir Matthew McConaughey qui apparaît comme ça du côté de SmackDown au premier rang, qui est impliqué dans cette histoire-là. C'est quand même un superbe acteur. On peut quand même se dire que Jimmy Uso est proche de Cody Rhodes et donc il n'est pas trop content de ce qu'il raconte sur Cody. Bref, en tout cas on aura un match entre les deux plus tard dans la soirée. Michin et B-Fab font face à Chelsea Green et Piper Niven dans un combat de 3 minutes. Alors c'est compliqué de parler d'un combat de 3 minutes. La semaine dernière on avait eu B-Fab face à Piper Niven. C'était très court, on n'avait pas grand chose à dire sur le combat. Et bien là c'est un peu la même chose. On va retenir quoi? Le petit hot tag de B-Fab et encore parce que le public en a rien à faire, mais je le trouve pas mal ce hot tag. Et sinon, et bien encore une fois Piper Niven qui va se jeter justement sur un tombé de B-Fab sur Chelsea Green. Mais du coup et bien elle va écraser
écraser aussi Chelsea Green, ce qui va clairement perturber Green. Et du coup, eh bien, c'est Michin qui va donner la victoire à son équipe en faisant le tomber sur la championne Chelsea Green. Je trouve ça bien dommage de déjà lui faire perdre un combat, même si c'est en 2 contre 2, c'est elle qui prend le tombé gagnant. Alors je sais bien qu'on joue avec le côté c'est une blague, on en rigole, ah ah ah, c'est trop drôle. J'avoue que là, pour le coup, j'ai pas beaucoup rigolé et je trouve pas ça hyper pertinent de lui faire prendre le tombé gagnant à ce moment-là. La championne de la WWE, Tiffany Stratton, est sur le ring. Elle n'est pas inquiète quant à la future gagnante du Royal Rumble car elle a battu la gagnante de l'an passé, Bayley, la semaine dernière à SmackDown. Elle est alors interrompue par la championne du monde, Rhea Ripley. Cette dernière dit qu'elle respecte ce que Tiffy a fait à Nia Jax, mais que ce n'est rien comparé à ce qu'elle va faire à Jax ce soir à Saturday Night Main Event. Nia Jax et Candice LeRae vont les interrompre. Jax répète qu'elle participera au Rumble féminin. Elle assure qu'elle le gagnera après avoir battu Rhea Ripley pour le titre mondial, car elle veut aussi battre Stratton dans la foulée. Bianca Belair et Naomi vont aussi arriver sur le ring. Naomi dit qu'elle va gagner le Rumble et Bianca Belair annonce qu'elle y participera également. Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont aussi s'inviter à la fête. L'ancienne championne du monde annonce aussi sa participation au Rumble féminin. Une bagarre générale va éclater entre tout le monde et Nick Aldis va débarquer pour mettre de l'ordre à tout ça et y annoncer un match par équipe qui aura lieu dans la foulée. Alors honnêtement, je n'ai rien à dire sur cette promo, ce qui est quand même assez dérangeant. On a quand même énormément de femmes qui vont faire une promo, mais c'est la classique promo d'avant Rumble où tout le monde annonce sa participation, où tout le monde veut gagner ce combat. Et la semaine dernière, je m'étais plaint du fait que eh bien, il n'y a pas de construction pour l'instant concernant le Rumble féminin. Eh bien là, on peut dire que si. Alors certes, je trouve pas ça génial en termes de promo. Je trouve que aucune des promos n'est pertinente, n'est intéressante, mais pour le coup, au moins, on a du temps d'antenne concernant la promotion du Rumble féminin. Là, on voit des femmes qui veulent gagner ce Rumble féminin, qui veulent aller challenger les championnes présentes. Donc là-dessus, je peux pas me plaindre. On va donc avoir ensuite le match de la foulée entre Liv Morgan, Nia Jax et Candice LeRae face à Bianca Belair, Naomi et Rhea Ripley. Un match qui va durer plus de 10 minutes. On retiendra quoi? Les 3-4 dernières minutes. Sinon, on a une longue domination de la part des Heels qui est lente, qui n'est pas hyper intéressante. Elle se fait cette domination d'ailleurs pas dans une très bonne ambiance. Et on attend qu'un moment, c'est le hot tag de Rhea Ripley. On nous le garde pendant un long moment dans ce match. Ripley ne va pas intervenir pendant de longues minutes et on a un super hot tag de sa part. Et là, ouais, l'ambiance est géniale. Là, le public répond présent. Et puis va s'en suivre le fameux moment où tout le monde porte une grosse prise sur un adversaire et c'est toujours aussi cool, hein, c'est toujours aussi divertissant. Et sauf que c'est Liv Morgan qui va surprendre Bianca Belair sur la fin du match pour remporter ce combat avec un roll-up. Une Liv Morgan qui prend un peu plus de confiance à quelques jours du Royal Rumble, alors qu'on a vu une vidéo de promotion de Charlotte Flair qui annonçait sa participation au Rumble féminin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je ne suis jamais pour annoncer un grand retour lors d'un Royal Rumble. On savait qu'elle allait être présente dans les prochaines semaines, ça avait déjà été teasé en vidéo, mais de là à annoncer sa participation au Rumble féminin, je trouve ça vraiment dommage. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Le Rumble est déjà quasiment sold out, c'est pas une Charlotte Flair annoncée comme ça qui va finalement vendre les derniers billets. J'avoue que je comprends pas réellement cette stratégie. Apollo Crews fait face à Johnny Gargano. Alors c'est un match intéressant sur le papier parce que Crews depuis des semaines et des semaines il est impliqué dans l'histoire de DIY et de tout ce qu'il y a autour. Et d'ailleurs la semaine dernière il s'est fait attaquer en coulisses par Johnny Gargano et c'est pour cela qu'on a ce match ce soir qui va durer 5 minutes et qui était pas mal. Honnêtement on a une énorme domination de la part d'Apollo Crews pendant une longue partie du match et c'est plutôt pas mal. Alors tout ça se fait dans une ambiance, si on peut appeler ça une ambiance, hein, parce qu'il n'y a pas d'ambiance tout simplement et ça peut se comprendre, hein, un Apollo Crews dans un ring en 2025, c'est quand même pas évident d'avoir des réactions, on va pas se mentir. On va avoir des interventions de Ciampa qui pense pouvoir donner l'avantage à Gargano, mais les Motor City Machine Guns vont venir tranquillement vers le ring, ce qui va distraire Johnny Gargano et Apollo Crews va en profiter pour remporter ce match avec un roll-up. Il y a une grande annonce qui a été faite pour le Royal Rumble la semaine prochaine. DIY défendront leur titre de champion par équipe face aux Motor City Machine Guns dans un match au meilleur des 3 tombé, ce qui est dingue parce que enfin on va avoir les titres défendus dans un PLE au Royal Rumble dans une énorme stipulation. Le match qu'on attend depuis toujours, DIY face à Motor City Machine Guns, on les a déjà vus s'affronter, mais là dans un match avec une telle stipulation devant 50 000 personnes au Rumble, ça c'est une excellente idée, c'est une excellente nouvelle.
Tama Tonga fait face à LA Knight dans un combat de plus de 10 minutes. Je sais pas trop quoi penser de ce match. D'un côté je le trouve sympa, d'un côté je le trouve un poil long et encore une fois une domination d'un heel, cette fois-ci Tama Tonga, que je trouve très peu pertinente, très peu intéressante. Du coup je me lasse rapidement du combat alors que la fin de match est plutôt cool et que on a de bons enchaînements. Je trouve que Tama Tonga et LA Knight ont une alchimie sympathique, correcte, mais je sais pas, il y a un truc qui me manque. Peut-être que l'ambiance n'est pas aussi incroyable que j'aurais pu l'imaginer, même si il y a des chants pour LA Knight. On a même des chants This is awesome à un moment donné, alors qu'ils sont très légers. Il y a 3-4 gars qui l'ont chanté dans le public. Je sais pas trop comment ils ont pu trouver ça awesome, mais pourquoi pas, à la limite, c'est leur avis. Mais ouais, je sais pas trop quoi penser de ce match. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en avez pensé, mais moi je suis très partagé. Je l'ai pas trouvé mauvais, mais je l'ai pas trouvé très bon non plus, donc ouais, je sais pas trop. En tout cas, ça va se jouer avec pas mal d'interventions de Jacob Fatu, ou plutôt des distractions. Sa simple présence va distraire LA Knight, mais tout ça ne va pas suffire parce que LA Knight va remporter ce combat avec son BFT. Après le match, Jacob Fatu se jette directement sur lui, mais Braun Strowman va venir et on va avoir le droit à un face-à-face entre les deux. J'aime beaucoup la dynamique parce que on a un Tama Tonga qui empêche Jacob Fatu de venir sur le ring, de s'en prendre à Braun Strowman, l'air de dire ce n'est pas le moment. Leur match c'est ce soir à Saturday Night Main Event, préserve-toi, sauf que finalement on va avoir un petit avant-goût de ce qui va arriver ce soir à Saturday Night Main Event avec un gros coup de la corde à linge de Braun Strowman qui va faire valser Jacob Fatu par-dessus la troisième corde. J'ai très hâte de voir ce combat, un LA Knight qui risque d'être clairement impliqué dans ce combat d'une manière ou d'une autre. Carmelo Hayes fait face au nouvel arrivant du côté de SmackDown, Damien Priest, et oui, il a été transféré du côté de SmackDown. On a vu un Carmelo Hayes parler à Nick Aldis, il n'était pas content parce qu'il devait avoir son rematch face à Jimmy Uso ce soir, et finalement Nick Aldis lui a dit qu'il allait affronter la nouvelle acquisition de SmackDown, Damien Priest. Damien Priest du côté de SmackDown, ça paraît évident avec tous les gros noms du côté de Raw, c'est plutôt logique de le mettre du côté du show bleu et je pense qu'il fera de très belles choses dans ce show là. On va avoir un match d'une dizaine de minutes que j'ai trouvé très bon, mais vous avez remarqué, il y a plein de matchs dans la soirée où je vous ai dit je suis pas trop emballé, je sais pas trop pourquoi, etc. Mais en fait la réponse elle est simple, le public est juste nul. Le public d'Austin, Texas est juste mauvais, parce que là lors de ce match je m'en suis bien rendu compte parce que j'ai adoré le match. Et bien le public répond très peu présent, alors un peu sur la fin de match, sur l'emballage final, mais c'est très peu par rapport à la qualité du match, par rapport à ce que les deux hommes nous donnent sur le ring. Je trouve que c'est bien trop peu, et ouais en fait c'est juste que le public est nul. Le public je l'ai trouvé mauvais et c'est sans doute pour ça que j'ai moins bien apprécié certains matchs dans cette soirée. Mais ouais, j'aime beaucoup l'alchimie entre les deux, j'aime beaucoup la domination d'un Melo par exemple, qui lui c'est être arrogant, c'est charrier le public. Bref, il est très bon dans ce domaine-là, ce qui fait que ses dominations ne sont pas ennuyantes ou inutiles. Non, c'est des bonnes dominations. Un Damien Priest qui va très bien revenir dans le match, mais j'aime beaucoup dans les moments où il revient dans le match, il y a de magnifiques contres de la part de Melo. Surtout même dans la fin du match, dans l'emballage final, on a des roll-ups qui sont portés, on sent une vraie alchimie entre les deux. Donc ouais, je prends du plaisir à voir ce combat. Finalement, Damien Priest va remporter ce combat. À noter qu'en coulisses, Damien Priest va croiser la route du champion de la WWE Cody Rhodes. Je pense que les deux s'affronteront dans les prochaines semaines sur la route de WrestleMania, Elimination Chamber ou lors d'un SmackDown, possiblement, je n'en sais rien, mais ouais, ça sent le petit match entre les deux et j'ai envie de dire pourquoi pas. Et dans le main event, on retrouve Kevin Owens face à Jimmy Uso, un combat d'une quinzaine de minutes. J'ai pas trop aimé ce combat, je dois être totalement franc, alors je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment, et j'en parlerai en bilan de ce SmackDown, mais j'accroche pas au match de SmackDown, alors je ne sais pas si c'est les superstars, l'ambiance, je ne sais pas, mais j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai même presque crié devant mon écran quand j'ai vu l'enchaînement de super kicks pendant le match. Je n'en pouvais plus. Non, pas encore des super kicks. Non, pas encore un super kick. Je n'en pouvais plus. Alors je sais bien que KO utilise des super kicks, je sais bien que Jimmy Uso utilise des super kicks, mais là je n'en pouvais plus. Il y en a 3 ou 4 pendant le match. Waouh, je trouve ça beaucoup trop et ça m'a vraiment pas plu. Sinon en plus l'ambiance est pas dingue, l'ambiance est vraiment pas folle pendant le match, donc ce qui fait que le match qui est pas dingue selon moi, eh bien n'est pas rattrapé par une ambiance incroyable. Non, pas du tout.
Ouais, je sais pas si je suis aigri là pour ce SmackDown, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé ce main event. On a un KO qui a fait un travail tout au long du match sur le bras de Jimmy Uso, qui va payer parce qu'il va remporter ce combat avec un pop-up powerbomb. A noter que pendant le match, KO a utilisé la Blue Thunder Bomb de Sami Zayn. Est-ce que c'est un petit teasing de ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines? Je ne sais pas, mais c'est intéressant à voir. Après le match, il veut s'en prendre violemment à Jimmy Uso avec un pile driver sur la table des commentateurs, mais Cody Rhodes va bien évidemment venir. Énorme bagarre entre les deux et ça se termine là-dessus, comme quasiment chaque SmackDown depuis des semaines et des semaines. Alors je suis le premier à dire que j'aime bien ces brawls, j'aime bien ces moments-là entre Cody et Kevin Owens, mais est-ce que c'était nécessaire de terminer ce SmackDown avec encore une brawl entre les deux? J'en suis pas sûr. Bilan de ce SmackDown, eh bien je ne sais pas si je vais être dur ou non, mais on sera sur un 5 sur 10 de mon côté. J'ai vraiment du mal avec ce show. Alors c'est bien de mettre des shows de 3 heures, ça nous donne plus de matchs, des matchs plus longs, mais est-ce que cela donne des shows plus qualitatifs? Eh bien de mon côté je trouve pas. Je trouve que les shows ne sont pas forcément meilleurs, je m'ennuie pas mal. Alors je ne sais pas si c'est dû au feud, je ne sais pas si c'est dû au public, je ne sais pas si c'est dû au match, je n'ai pas vraiment la réponse à cela, vraiment pas du tout. Mais en tout cas je passe pas un très bon moment devant ce SmackDown. Pourtant il y a pas mal de matchs, il y a vraiment des matchs sur le papier qui peuvent m'intéresser, mais dans la réalité des faits, je termine ce SmackDown et je n'y retiens pas grand chose, à part le match des Motor City Machine Guns et le match entre Melo et Damien Priest. Et bien le reste, ça m'a pas mal déplu. Alors j'attends vraiment votre avis en commentaire de cette vidéo, parce que peut-être que c'est simplement moi qui n'ai pas bien vu les choses, ou simplement moi qui ne suis pas de bonne humeur, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas passé un bon moment devant ce show bleu. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Nous, on se retrouve comme d'habitude cet après-midi pour un live sur ma chaîne Twitch. On parlera de ce SmackDown, mais surtout de Saturday Night Main Event qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin sur YouTube. Donc c'est facile à regarder. Je vous dis à tout à l'heure. Salut, salut!